faire un petit peu de webcam, moins de webcam, pardon, et plus de présentiel, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir parler d'investissement responsable. J'espère que vous avez tous bien la présentation, que vous la voyez bien à l'écran. Donc l'investissement responsable, ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'imagine que vous avez tous entendu parler de cette notion d'investissement responsable, soit à la télévision, on voit pas mal de campagnes de publicité, ou également dans les journaux, ou même dans les réseaux sociaux. Bien que ça ne soit pas quelque chose qui soit nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs siècles, je dirais. On verra par la suite un peu l'histoire de cette conception d'investissement responsable. C'est quelque chose qui aujourd'hui prend beaucoup plus de dynamique et qui se généralise. Donc aujourd'hui, la plupart des établissements bancaires, les sociétés de gestion proposent des produits d'investissement responsables. Et aujourd'hui, afin d'harmoniser et de rendre plus clair et transparent ce type d'investissement, il y a une réglementation qui se met en place au niveau européen et également en France. On le verra par la suite. Excuse-moi Sandra, Oui. est-ce que tu peux juste remonter un tout petit peu ton micro? Ah pardon, oui, il a un petit Comme ça c'est problème. parfait. Comme ça c'est parfait. Alors, Merci. je vais le tenir parce qu'il est un petit peu cassé. Donc, je disais oui que c'est pas quelque chose de nouveau, qu'il y a une nouvelle dynamique et que c'est quelque chose qui se généralise. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est un prérequis d'avoir de l'investissement responsable aujourd'hui dans des offres de placement financier. Et il y a également une réglementation aujourd'hui qui se met en vigueur au niveau européen et également en France avec la loi Pacte, qui permet également d'avoir une émergence de ces produits investissements responsables et plus de clarté, de transparence. Et aujourd'hui, on voit également une émergence, on verra, de l'intérêt des clients, que ce soit des clients institutionnels, professionnels et également des clients particuliers qui s'intéressent de plus en plus vers ce type de placement, notamment par le contexte actuel également. Ils veulent donner plus de sens à leur épargne, ils veulent également avoir plus d'impact sur l'environnement et sur le social. Et avec cette crise aujourd'hui du Covid, il y a vraiment un intérêt vers ce type d'épargne et également peut-être une idée que ces placements sont beaucoup plus résilients également. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous définir quelques sigles que l'on voit souvent, comme la RSE, ESG et IR. Alors, que signifient ces différents sigles? Donc, la RSE, c'est au sein d'une entreprise, ça va être la manière dont on prend en compte les problématiques de développement durable, que ce soit sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Par exemple, une entreprise, de quelle manière elle réduit ses émissions de gaz à effet de serre, de quelle manière elle gère sa consommation d'énergie, par exemple, et sur les aspects sociaux, comment elle traite ses employés, comment elle les forme, etc. Donc, c'est au niveau de l'entreprise. C'est la responsabilité sociétale des entreprises. L'ESG, c'est un acronyme d'environnement, social et de gouvernance. C'est en général les trois piliers d'analyse que l'on va utiliser lorsqu'on va analyser une entreprise que l'on va sélectionner dans un portefeuille. Donc ça, c'est l'aspect analyse. Et il y a IR, donc comme investissement responsable. Et l'IR représente les placements financiers qui vont intégrer une analyse environnementale, sociale et de gouvernance lorsqu'ils vont choisir une entreprise en portefeuille, en plus des critères financiers traditionnels. Donc on voit bien que ces trois notions qui sont liées, mais l'une concerne l'entreprise, l'autre concerne l'analyse, l'ESG, et l'IR concerne l'investissement. Donc c'est la traduction du développement durable dans le domaine de la finance. Si on regarde plus concrètement les piliers environnemental, social et de gouvernance, qu'est-ce que l'on va regarder précisément? Pour l'environnement, comme je disais tout à l'heure, on va regarder les émissions de gaz à effet de serre, les émissions carbone. On va regarder quelle est la consommation d'énergie d'une entreprise et qu'est-ce qu'elle met en place pour limiter sa consommation. Également, pour le traitement de l'eau, son impact sur la biodiversité et comment elle gère, par exemple, la pollution et ses déchets. Sur l'aspect social, on va regarder, par exemple, quelles sont les conditions de travail des employés. Est-ce qu'il n'y a pas de discrimination? Est-ce que les employés travaillent dans des bonnes conditions de sécurité? Et pour les multinationales, on va regarder, par exemple, si elles prennent en compte les communautés locales et les droits de l'homme.
Sur les aspects de gouvernance, on va regarder comment est gouvernée l'entreprise, comment est gérée l'entreprise. Donc, on va regarder le conseil d'administration, est-ce qu'il est composé, par exemple, de conseillers, d'administrateurs qui sont suffisamment indépendants, compétents pour prendre des décisions de long terme sur l'entreprise. On va regarder également le droit des actionnaires, on va regarder est-ce que l'entreprise fait des audits réguliers, est-ce qu'elle connaît bien ses fournisseurs, etc. Donc c'est vraiment les 3 piliers environnemental, social et de gouvernance. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, l'investissement responsable, ce n'est pas quelque chose de nouveau et c'est un concept qui a évolué au cours des années. On est passé d'une approche d'exclusion, de sélection négative, à une approche qui est plutôt positive. Au début du 19e siècle, aux États-Unis, il existait, par exemple, une approche qui était plutôt d'exclure ce qu'on appelait les sin stocks, c'est les valeurs du péché. Donc ça émane souvent de congrégations religieuses, et là en l'occurrence c'était les congrégations religieuses, les Quakers aux États-Unis, qui demandaient d'exclure tout ce qui était lié à l'armement, l'alcool, le tabac, le jeu de hasard. Donc c'était vraiment une approche d'exclusion. On a vu également l'exclusion de l'armement avec le nucléaire également dans les années 70. Et dans les années 90, on a vu émerger des approches qui étaient plutôt positives. Donc là, l'approche n'était pas d'exclure des activités ou des secteurs d'activité, mais plutôt d'avoir une sélection d'entreprises qui avaient des bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans leur secteur d'activité. C'est ce qu'on appelle l'approche best in class, donc en français les meilleurs de la classe. On a vu émerger un certain nombre de fournisseurs de données environnementales, sociales et de gouvernance. Et dans les années 2000, on a vu un nombre inconsidérable d'initiatives émerger. Donc, la plus connue est l'initiative des PRI, c'est les principes pour l'investissement responsable. Donc, on nous donne 6 principes qui visent aux sociétés de gestion ou autres institutions d'intégrer des valeurs ESG dans leur activité. Donc, nous, en l'occurrence, chez Amundi, on intègre ces pratiques-là dans notre activité qui est la gestion d'actifs. On a vu émerger également de nombreux labels, que ce soit des labels ISR, des labels verts, tout comme les produits alimentaires. Aujourd'hui, on labellise également les produits financiers. On verra, c'est une mouvance très importante aujourd'hui, et également l'aspect réglementaire. Donc aujourd'hui, on essaye de donner des recommandations et une certaine norme pour dire de quelle manière on gère des portefeuilles investissements responsables. Alors aujourd'hui, il n'existe pas une seule approche investissement responsable. On verra qu'il en existe de nombreuses qui peuvent se combiner. Donc, on verra qu'à travers le monde également, on a des approches qui sont plutôt dominantes et d'autres moins importantes. Mais pour vous donner les principales approches, donc, comme vous pouvez le voir dans cette page, on a des approches donc, à droite d'exclusion. Donc, on va avoir des approches d'exclusion normative, donc c'est lié à une norme ou une convention internationale. Donc, par exemple, en France, on est signataire d'un traité qui interdit l'investissement dans des bombes à soumission et des mines antipersonnelles. Donc ça, c'est une exclusion normative appliquée par toutes les sociétés de gestion. On a également des exclusions sectorielles. Donc là, c'est simplement le fait d'exclure tout un secteur d'activité. Par exemple, ça va être l'exclusion du secteur de l'alcool, du tabac, ça peut être le secteur du charbon. Donc ça, c'est l'exclusion sectorielle. Best in class, comme je le disais tout à l'heure, donc on va sélectionner des entreprises qui ont les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans leur secteur d'activité. Donc ça, c'est une approche qui ne porte pas de jugement sur le secteur d'activité, mais qui porte un jugement sur l'entreprise par rapport à son secteur d'activité. Donc c'est une approche qui est dominante en France. Nous avons également comme grande approche les approches Impact Investing et thématique ESG qui sont liées un petit peu. L'Impact Investing, comme ce nom l'explique, c'est avoir un impact sur un sujet de développement durable. Donc, ça va être l'impact, par exemple, social ou l'impact environnemental. Cette stratégie-là va consister à avoir un objectif précis et également pouvoir le mesurer. Donc là, il y a des exigences de mesure d'impact pour ces approches-là. Thématique ESG, comme le nom l'indique, donc c'est une thématique de développement durable qui peut être par exemple la thématique de l'eau, la thématique de l'éducation ou encore la thématique environnementale. Et pour finir, il y a la thématique d'engagement. Alors l'engagement peut prendre plusieurs formes, mais l'idée derrière cette approche-là,
et de pouvoir dialoguer et d'avoir une influence sur les entreprises. Donc, il y a également l'acte de voter aux assemblées générales qui va être un acte fort de cette approche-là. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment différentes manières de faire de l'investissement responsable. Ces approches-là peuvent être combinées, et d'ailleurs, chez Amundi, on combine souvent des approches d'exclusion normative sectorielle et best in class ou encore impact investing et engagement. Donc, on regroupe à peu près toutes ces approches-là. Au niveau mondial, on voit que l'investissement responsable est très important. Il représente plus de 25 000 milliards d'euros d'encours en 2018, ce qui représente 40% des encours totaux sous gestion. Ces données-là vont bien sûr évoluer, puisque là, on va voir les résultats pour 2020, et on verra que ces encours ont vraiment évolué de manière exponentielle. Et en termes de dynamique, sur les 2 dernières années, on a eu plus de 34% d'évolution. L'Europe est le continent dominant sur ces encours d'investissement responsable, suivi du continent américain, et en dernier vient le continent asiatique. En termes de dynamique, on peut voir que historiquement, l'investissement responsable était dominé par les acteurs institutionnels. Donc, on voit en 2016, les encours responsables étaient détenus par 80% des institutionnels et 20% des clients particuliers. Et on voit qu'en 2018, la part des particuliers évolue. Et je pense qu'en 2020, elle aura encore évolué, car aujourd'hui, il y a réellement un intérêt croissant des clients particuliers vers ce type d'épargne-là. Et on voit qu'également l'émergence de labels, la réglementation vise à donner beaucoup plus de clarté vers ce type de placement et donc faciliter l'investissement des clients particuliers vers ce type d'épargne. Dans le graphique de droite, on voit également la dynamique des produits financiers investissement responsable qui évoluent de manière assez importante. Donc on voit en bleu, c'est l'ensemble des fonds disponibles sur le marché européen, et en vert, les fonds investissement responsables. Et vous pouvez voir en 2019 et en juin 2009 que la croissance est beaucoup plus importante sur les produits investissement responsables que l'ensemble des fonds du marché. Donc sur 4 ans, on a vu une croissance de 26% pour les fonds investissement responsables contre 7% pour le marché. Donc on voit réellement un intérêt, un engouement vers ce type de placement investissement responsable. Donc là, juste quelques données sur l'appétit des clients particuliers. Donc c'est une étude qui a été menée il y a à peu près 1 an, donc en janvier 2020, auprès d'épargnants français âgés de plus de 25 ans et qui avaient des placements financiers de plus de 20 000 euros. Et on voit un réel intérêt donc, de ces clients vers ce type de placement. Donc on voit que 62% des Français déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement. Et donc vers des sujets qui sont à dominante environnementale et sociale. Donc on voit qu'ils sont intéressés par les sujets de pollution, de changement climatique, de biodiversité sur les sujets environnementaux, et également sur les aspects sociaux, sur les aspects d'emploi à 79%, des droits humains et bien-être au travail. Et un autre point important de cette étude, c'est des choses qu'on sait déjà, mais qui confirment le fait que les conseillers bancaires ou financiers sont les mieux placés pour informer les investissements responsables. Donc aujourd'hui, il y a un réel travail de formation et de training des conseillers financiers qui sont aujourd'hui le point principal d'entrée pour les épargnants français. Un autre point important est l'idée reçue que l'investissement responsable ne génère pas de performance ou nuit à la performance. On a mené différentes études chez Amundi, et d'autres études existent sur le marché, qui confirment qu'aujourd'hui, l'investissement responsable et le fait d'intégrer les critères environnementaux et sociaux de gouvernance génèrent de la performance. Donc aujourd'hui, on concilie à la fois impact social, environnemental et également génération de performance. Si vous voyez dans le graphique de droite, rapidement, on voit que de 2010 à 2013, le fait d'intégrer des problématiques ESG pouvait pénaliser la performance de certains portefeuilles d'investissement responsables. Et en 2014-2017, donc c'est la colonne en bleu,
et de 2018 à 2019, la colonne en vert, on voit réellement que le fait d'intégrer des critères ESG dans le choix des entreprises et dans les entreprises qu'on a en portefeuille, on voit que cela génère de la performance. Et notamment, ça s'accélère sur les piliers environnementaux et sociaux. Donc là, aujourd'hui, je dirais que tout est en faveur de ces produits investissements responsables. Comme je le disais tout à l'heure, la réglementation se met en place au niveau européen et français. Il y a un réel besoin d'harmoniser finalement toute l'offre aujourd'hui disponible sur le marché. Et il y a une volonté au niveau européen de réorienter d'une part les flux des capitaux vers ces investissements durables, également d'intégrer systématiquement la durabilité dans la gestion des risques et également de donner plus de transparence dans les activités économiques et financières. Donc aujourd'hui, la vocation de cette réglementation-là est vraiment de donner beaucoup plus de clarté, de donner des informations aux clients, que ce soit les clients institutionnels ou particuliers, et de catégoriser également ce type de placement. En France, on voit notamment donc la loi Pacte qui a été mise en place dès 2020 et qui est une nouvelle obligation de distribution de produits financiers durables. Donc aujourd'hui, tout distributeur de produits financiers dans le cadre de l'assurance vie doit proposer un fonds qui soit labellisé investissement responsable, soit labellisé Greenfield, donc c'est labellisé plutôt vert, donc c'est des produits qui agissent pour le climat ou la transition économique, également ou proposer un produit financier qui a le label Financial, qui est un label qui labellise des produits solidaires. Donc il y a une vraie volonté de orienter les clients particuliers vers ce type de placement et ces produits labellisés. D'ici 2022, il faudra proposer un produit de chaque label, un produit labellisé ISR, un produit labellisé vert et un produit labellisé Financial social. Donc on voit qu'avec tous ces éléments, toute cette dynamique, aujourd'hui, il devient indispensable de proposer des produits investissements responsables. Alors, chez Amundi, comment on se positionne aujourd'hui par rapport à ce marché en croissance et qui se norme? Alors, nous, notre intégration ESG et notre offre de produits investissement responsable s'inscrit totalement dans la stratégie du groupe Crédit Agricole. Donc, il y a d'une part nos ambitions à 2021 qui est de généraliser notre intégration de critères ESG. Donc aujourd'hui, on veut l'appliquer à tous nos fonds ISR et également, nous avons deux thématiques qui sont prioritaires aujourd'hui, qui sont la transition énergétique et l'inclusion sociale, ce qui est tout à fait en accord avec la stratégie du groupe qui est de faire de la finance verte l'une des clés de la croissance du groupe et également de poursuivre son engagement mutualiste en faveur du développement pour tous. Alors, Amundi donc, fait de l'investissement responsable depuis des années. Notre premier fonds investissement responsable a été lancé à la fin des années 80 et donc on a su développer notre offre de produits investissement responsable au cours des années pour aussi respecter les demandes de nos clients particuliers et institutionnels. Et on verra que ces dernières années, nous avons fait de dernières innovations en matière climatique. On a bien sûr signé donc, les fameux principes de l'investissement responsable, comme j'en parlais tout à l'heure, qui sont des principes engageants en matière d'intégration ESG. Et l'investissement responsable est devenu un pilier fondateur d'Amundi dès sa création. Et en 2018, nous avons voulu donner un coup d'accélérateur à cette intégration ESG et nous avons mis en place des ambitions à horizon 2021 pour généraliser l'intégration ESG dans tous nos produits, également promouvoir l'innovation. Donc, on a développé et on a l'ambition de développer des produits climat et sociaux et également d'accompagner nos clients dans l'intégration de ces problématiques-là. Donc, pour ce faire, on a des capacités assez importantes chez Amundi. On a un département qui est dédié à cette thématique-là. On a des experts de l'analyse ESG. On a également une méthodologie qui est propre à Amundi pour évaluer les entreprises. Aujourd'hui, on peut évaluer plus de 10 000
émetteurs à travers le monde, ce qui nous permet finalement de proposer une offre de produits responsables assez large et respectant les demandes de nos clients. Et on verra qu'on a une gamme de produits labellisés également. Alors, juste rapidement, je regarde juste un petit peu le temps, 54, on a mis en place une politique chez Amundi d'exclusion. Donc, c'est un peu le socle de notre politique responsable, je dirais, où on va exclure tout ce qui est armement controversé. Donc, comme vous pouvez le voir, ça concerne les mines antipersonnelles, bombes à sous-munitions, armes chimiques, armes biologiques et uranium appauvri. Donc ça, c'est réglementaire, c'est normatif. Mais on a également mis en place une politique sur le charbon et également sur le tabac. Donc aujourd'hui, on va exclure les entreprises qui ont plus de 25% de leur chiffre d'affaires dans l'extraction du charbon et également celles qui font l'extraction de plus de 100 millions de tonnes. Donc, c'est assez ciblé. Et également, on va exclure les entreprises qui produisent de l'électricité à base du charbon thermique supérieur à 50% de leurs revenus. Donc, on a différents seuils qu'on réduit au fur et à mesure. Donc, l'objectif étant bien sûr de se désengager du charbon à long terme, mais à ce jour, donc, on a un seuil de 25%, en tout cas pour l'extraction du charbon. Et pour le tabac, aujourd'hui, on exclut le tabac, les fabricants de tabac, de tous nos fonds ouverts proposés au public. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a des capacités importantes. Donc, on a des experts dédiés à l'ESG qui permettent d'analyser les entreprises et de les évaluer. On a également accès à des données de fournisseurs extérieurs. Donc, c'est des fournisseurs qui vont nous donner soit des informations sur les 3 piliers environnemental, social et de gouvernance, mais également qui vont nous donner des informations un peu plus précises sur les controverses d'une entreprise ou si cette entreprise est liée de près ou de loin à un armement controversé. Et également, depuis peu, on a des informations plus précises sur le climat. Donc, on a un certain nombre de fournisseurs qui vont nous donner, par exemple, des données sur les émissions carbone, sur d'autres aspects climatiques pour construire des portefeuilles liés au climat. Et également, on a un fournisseur qui nous donne des informations sur les États. Donc, toutes ces informations-là sont intégrées dans un outil qu'on a développé en interne. Et cet outil-là nous permet finalement de donner une évaluation à l'entreprise, donc une note qui va de A à G. Alors, on a un savoir-faire qui a plus de 10 ans. Donc, on a développé une approche qui est à la fois quantitative, donc toutes ces données qui viennent de fournisseurs externes, mais également qualitative par nos experts ESG. Et donc, on a 37 critères d'analyse, donc que je ne détaillerai pas, mais que vous voyez à l'écran, donc qui suivent les piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui nous permettent d'analyser les entreprises. Et un point important que je voulais signaler, c'est qu'une entreprise ne va pas être évaluée de la même manière selon les secteurs d'activité. On a bien conscience que chaque secteur d'activité a ses problématiques et ses enjeux, et on va les analyser différemment. Donc, par exemple, sur le secteur automobile, on va fortement pondérer les piliers environnementaux et sociaux, car c'est des sujets aujourd'hui qui sont prioritaires pour ce secteur-là. Pour le secteur de la banque, on va pondérer plus fortement le pilier gouvernance. Et sur les industries minières, par exemple, ça va être le pilier environnemental. Donc, chaque secteur est traité vraiment différemment et une entreprise va toujours être évaluée en fonction de son secteur d'activité. Donc, voilà, donc nous obtenons une note qui va de A à G, A étant la meilleure note d'une entreprise dans son secteur d'activité et G étant la moins bonne. Donc, c'est une note unique et cette note-là, finalement, va permettre à un gérant de portefeuille de sélectionner les meilleures entreprises. Donc, par exemple, un gérant de portefeuille pourra sélectionner, par exemple, les émetteurs qui ont une note de A, B, C, D, qui sont les meilleures entreprises du secteur, voire eux dans certains cas, mais exclure les plus mauvaises, donc par exemple les entreprises notées F et G. Donc, toutes ces informations-là sont disponibles finalement dans un outil qui est à disposition des gérants de portefeuille. Et au-delà de cette notation d'une entreprise, Amundi accorde
énormément d'importance à l'engagement et au dialogue avec les entreprises. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour juger un secteur d'activité, nous sommes là pour les faire progresser dans l'intégration de ces problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Et pour ce faire, nous avons différentes manières. Nous avons ce qu'on appelle l'engagement en continu. Donc, c'est un engagement qui est effectué par nos analystes ESG et qui dialogue régulièrement avec les entreprises qu'ils couvrent et qui les influence d'une certaine manière à avoir des pratiques qu'ils soient des meilleures pratiques environnementales, sociales et gouvernance. On a également des engagements thématiques. Donc là, on va cibler par exemple la thématique du travail des enfants ou la thématique du salaire vital ou d'autres thématiques plus environnementales et on va sélectionner un certain nombre d'entreprises avec lesquelles on va avoir un engagement avec elles et on va les suivre au cours des années pour qu'elles améliorent leurs pratiques sur ces thématiques-là. Et on a également une politique de vote et de dialogue. Donc là, on va voter aux assemblées générales. Donc on vote à toutes les assemblées générales des entreprises françaises et européennes et également pour les entreprises internationales lorsqu'on a une forte opposition. Et on fait également de l'engagement collaboratif. Donc ça veut dire qu'on va s'associer à d'autres sociétés de gestion ou entreprises ou institutionnelles pour faire avancer certains sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors en termes d'offres responsables, donc on a donc su évoluer au cours de temps et proposer une offre qui est aujourd'hui assez complète. L'objectif premier était réellement de pouvoir répondre à toutes les attentes des clients. On a différentes attentes qui sont de plus en plus sophistiquées. Et l'objectif est de pouvoir justement répondre à toutes les attentes, que ce soit des attentes d'impact. Certains clients veulent avoir de l'impact environnemental, de l'impact social. D'autres veulent générer de la performance tout en intégrant des problématiques ESG ou avoir une meilleure gestion des risques à long terme ou respecter certaines valeurs. Et l'idée est vraiment de proposer une gamme de produits qui répondent vraiment à ces attentes-là avec parfois différents objectifs. Alors certains ont un objectif d'intégrer les 3 piliers ESG. D'autres vont avoir un focus plutôt environnemental, d'autres social ou gouvernance. Et on verra que l'offre qui est proposée aujourd'hui couvre finalement toutes ces attentes-là. Donc on a à gauche des approches qui vont intégrer les 3 piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc on verra qu'on a des produits qui ont des actions ou des obligations ou des produits monétaires qui intègrent ces problématiques-là. On a des produits en gestion passive et également à droite des produits qui sont beaucoup plus spécifiques, environnementaux, sociaux et même de gouvernance. Donc par exemple, on a des produits qui ont des obligations vertes ou des produits qui suivent des indices climatiques, donc qui visent à réduire les émissions carbone, ou également des produits à impact social, donc qui vont réellement avoir un impact sur l'accès au logement, l'accès à l'emploi, etc. Donc toutes ces solutions-là sont disponibles aujourd'hui et un certain nombre de ces solutions sont labellisées, que ce soit par des labels français ou même des labels au niveau européen, donc des labels soit belges, allemands ou autrichiens. Alors pour en revenir un petit peu à l'offre qui est proposée aux caisses régionales, on voit que nous avons des produits qui répondent finalement donc aux attentes, par exemple, d'agir pour le bien de la planète. Donc ça va être des produits qui permettent de répondre aux défis, par exemple, environnementaux. Donc on a en l'occurrence des produits que je vous expliquerai juste par la suite. Donc Amundi Valeurs Durables, par exemple, qui est un produit qui est ciblé sur les technologies renouvelables. On a également des produits qui vont concilier valeur et investissement financier. Donc là, on va retrouver des produits qui investissent dans des entreprises solidaires ou qui ont des valeurs éthiques. On a également des produits qui privilégient les entreprises les plus responsables. Donc là, on a des projets qui intègrent les critères ESG de manière simple. Et on a également des produits qui proposent des thématiques un peu innovantes et qui ont de l'impact, donc par exemple des thématiques sur l'éducation ou l'alimentation. Alors, pour vous donner un petit exemple de chaque catégorie, donc on a un fonds qui s'appelle Amundi Valeurs Durables, qui est un fonds en action européenne. Et son objectif est de proposer
des valeurs qui proposent des technologies vertes. Donc, on voit par exemple qu'il y a des entreprises qui vont être dans le domaine de l'efficacité énergétique. Donc, on va trouver des distributeurs électriques, de l'éclairage, des matériaux de construction ou des transports efficients. On va également avoir des entreprises qui proposent des énergies donc alternatives. Donc, on va trouver par exemple des entreprises qui proposent du solaire, de l'éolien, la géothermie et également des services environnementaux. Et nous avons également des entreprises qui vont proposer des solutions pour la gestion de l'eau et des déchets. Donc, c'est un produit qui est à la fois responsable dans la mesure où il intègre des critères ESG, donc il va faire une sélection positive des entreprises, mais également une thématique environnementale forte, qui est la thématique des technologies vertes. On a également, par exemple, un produit solidaire, qui est Solidarité Amundi, qui, lui, a l'objectif principal d'avoir un impact social. Donc, il vient à la fois intégrer des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais il va investir 5 à 10% dans des entreprises solidaires à impact social. Donc là, on va investir dans des entreprises qui proposent de l'emploi, qui proposent des logements et également des solutions environnementales et de solidarité internationale. Donc, il y a une différence entre les produits ESG et vraiment impact solidaire et impact environnemental. Et nous avons un dernier fonds qui s'appelle CPR Food for Generation, qui lui est typiquement un fonds thématique, donc qui axe sur la thématique de l'alimentation et il répond à l'enjeu qui est assez important, c'est de nourrir la population qui va donc d'ici à 2050 avoisiner les 10 milliards de personnes dans le monde. Et donc, il y a un défi important sur l'alimentation. Et donc, il va cibler son investissement dans les entreprises qui proposent des solutions sur l'alimentation et également une approche responsable. Donc, il va intégrer des critères d'analyse, notamment sur la gestion de l'eau, les valeurs nutritionnelles, la pollution et la gestion des forêts. Alors, tous ces produits donc répondent vraiment à un intérêt aujourd'hui qui est grandissant, donc d'avoir vraiment un impact environnemental, social et également sur des thématiques en particulier. Un point important aujourd'hui est les labels, que ça soit en France ou au niveau européen. Il est aujourd'hui essentiel d'avoir un certain nombre de produits qui soient labellisés. Donc on verra que tous nos produits ne sont pas labellisés, mais nous avons quand même 32 fonds qui sont labellisés ISR aujourd'hui. Donc c'est le label français qui donc certifie la transparence et l'intégration ESG dans ces portefeuilles-là. On a également 7 fonds qui ont obtenu le label Finansol, donc c'est un label qui permet de certifier l'investissement solidaire des fonds et la transparence de ces fonds. Et nous avons également un fonds qui est labellisé Greenfin, donc ça c'est un label vert qui certifie que le fonds investisse dans la transition énergétique. Et je ne citerai pas tous les autres labels, mais nous avons également des labels allemands, autrichiens, belges et également le label France Relance. Un dernier point, et je laisserai la parole à Stéphanie, c'est le point du reporting. Aujourd'hui, il devient clair et important de pouvoir donner des éléments aux clients particuliers et institutionnels d'ailleurs sur l'aspect responsable des produits dans lesquels on investit. Et donc, on a des reportings qui existent, des reportings ESG, des reportings sur le climat, des reportings sur le social. Donc là, vous avez un exemple de reporting qui donne des éléments sur le portefeuille. Il va donner des éléments sur la note ESG moyenne du portefeuille, la note par rapport à son benchmark ou univers d'investissement. Est-ce que ce portefeuille a un label ou non? On va également avoir ce type d'informations sur les émissions carbone, sur les réserves carbone. Et nous avons également, par exemple, pour les fonds un peu plus spécifiques, nous avons un fonds qui s'appelle Impact Green Bond, donc qui investit dans des obligations vertes et qui génère également de l'impact. Et donc, on va avoir des données, par exemple, sur les émissions évitées par obligation.
Et nous avons également, pour tous les fonds solidaires, un reporting d'impact social. Et donc, ce reporting donne des éléments sur l'impact sur le logement, sur l'emploi, sur les actes de soins. Et tous ces éléments-là permettent finalement de conforter et de donner plus de transparence à un investisseur, à un épargnant particulier. Donc, en résumé, l'investissement responsable, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau et il y a aujourd'hui une dynamique assez importante. Il permet, comme on a pu le voir, de répondre aux attentes des investisseurs particuliers aujourd'hui. Et les labels permettent également de pouvoir orienter l'épargne des particuliers vers ce type de placement. Il permet également de participer aux enjeux d'aujourd'hui, aux enjeux climatiques, aux enjeux sociaux. On a pu voir toutes les offres de produits climatiques et sociaux que nous avons à disposition. Et également, on a pu voir que c'est des produits qui sont performants. Donc, ça permet de concilier à la fois une épargne financière et également un impact social ou environnemental. Ça permet également, par le fait d'engager avec les entreprises en portefeuille, d'avoir une démarche de progrès envers ces entreprises-là. Et in fine, ça permet de proposer une offre qui est un peu novatrice, qui est complémentaire aux offres traditionnelles. Donc aujourd'hui, c'est je dirais, indispensable de proposer ce type de produits qui, on verra, sont très demandés et qui permettent d'avoir un impact social et environnemental et avoir une performance financière. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. On peut intervenir Des questions? ou pas? Ouais. Bonjour. J'ai pas osé vous interrompre, mais effectivement, vous m'entendez là ou pas? Oui, on tout à fait. Ouais. Effectivement, il y a une petite chose qui m'a un peu irrité les oreilles tout à l'heure. Dites-moi. Concernant effectivement les investissements auprès d'entreprises qui, malgré tout, ont leur chiffre d'affaires à moins de 25% sur les investissements de charbon. Oui. Parce que malgré tout, c'est quand même moi, je suis investisseur lambda et je veux investir dans des fonds propres, quoi. Et forcément, c'est pas une entreprise dans laquelle je vais investir. Donc pour moi, c'est pas cohérent effectivement d'avoir dans des fonds verts des entreprises encore qui financent, qui dans leur chiffre d'affaires, on va Alors, de à moins que moi, mal compris. Hein, oui, alors en fait, je pense que j'ai dû mal m'exprimer à ce moment-là, mais en fait, cette politique-là, c'est le socle commun. C'est-à-dire que Oui. c'est de toute notre gestion d'actifs sur notre plus de 1000 milliards, 1500 milliards d'encours, on va appliquer cette politique-là. Donc ça, c'est la base. Et après, on a des fonds qui vont être thématiques environnementales ou climatiques qui ne vont pas investir du tout dans des entreprises du secteur charbon. Donc là, c'est vraiment dans toute notre gestion d'actifs. Voilà. Mais moi, mais effectivement, vous l'avez quand même évoqué. Et c'est vrai que moi, ma question, c'est que malgré tout, est-ce que dans vos fonds, chez Amundi, vous avez malgré tout des entreprises que vous proposez et qui investissent dans du charbon Alors, et que vous vendez, entre guillemets, en tant que fonds vert? alors les fonds verts, la plupart du temps, alors ça dépend de la stratégie du fonds. Par exemple, on a des fonds green bonds où les green bonds vont être émis par des entreprises de ce secteur-là. Donc aujourd'hui, il faut voir les différentes stratégies qui sont mises en place, mais en tout cas, ce socle commun, c'est sûr, c'est pour tous les portefeuilles, en tout cas la grande majorité des portefeuilles. Après, certains fonds thématiques environnementales, par exemple le fonds Amundi Valeurs Durables, c'est un fonds qui ne va pas investir dans les énergies fossiles, c'est un fonds qui va exclure les énergies fossiles et également l'énergie nucléaire, parce que c'est la thématique du fonds. On le vend comme un fonds environnemental et qui a cette particularité d'exclure le secteur du charbon et le secteur du nucléaire. Oui. Bon, ce qui est important, effectivement, c'est que on fasse confiance, comme vous le disiez tout à l'heure, au conseiller, et que le conseiller nous dise exactement dans les lignes dans lesquelles on investisse, quelles sont. Parce que nous, c'est vrai que bon, je connais un petit peu le sujet. Moi, je fais confiance à mon conseiller. Je vais pas relire après
toutes les lignes dans lesquelles ce sont des grosses entreprises que vous mettez effectivement. Effectivement, Voilà. et on est Donc, complètement transparent par rapport à ça, en tout cas dans les prospectus, et on explique quelle est la politique mise en place dans le produit, également dans la documentation marketing. Et aujourd'hui, de toute manière, les labels et la nouvelle réglementation qui se met en place au niveau européen nous exigent cette transparence-là. Et on va devoir catégoriser les produits en fonction de leur approche responsable. Et ça va dans justement de l'objectif d'avoir plus de clarté envers le client. Ok, merci Peut-être que beaucoup. je peux, pour compléter, bonjour, les propos de Sandra, vous montrer justement ce qu'on propose pour faire preuve de pédagogie auprès des conseillers pour qu'ils puissent, parce que c'est essentiel, vous avez totalement raison, pour qu'ils puissent guider au mieux les clients. Peut-être qu'on peut continuer les... Oui. J'en ai pour 2 minutes, hein, parce que je vais courter la présentation pour qu'on puisse surtout échanger entre nous si vous êtes d'accord. David, si tu peux passer, parce que j'ai dû passer sur mon téléphone parce que la connexion a... Là, j'ai la présentation en main, si tu veux. Je suis dans la première slide de ta présentation. Parfait. Sur la plaque 36, c'est ce que vient de dire Sandra. En fait, concrètement, chez Amundi, chez Predica, notre objectif est bien évidemment d'aider au mieux les conseillers pour qu'ils puissent guider les clients. Vous avez vu, tout ça, c'est très large. Ce sont des sujets qui sont extrêmement intéressants, mais il faut absolument faire preuve de beaucoup de pédagogie pour éviter justement que les conseillers se trompent et puis ne proposent un fonds pour ce qu'il n'est pas, parce que c'est absolument pas notre démarche. Donc d'abord, ce que nous avons fait, Sandra l'a dit un petit peu tout à l'heure, il y a énormément de fonds. Donc d'abord, notre premier travail a consisté à les regrouper sous forme de thématiques pour qu'on puisse bien, pour que le conseiller puisse bien comprendre de quoi il s'agit, de quoi il retourne. C'est-à-dire que d'abord, nous avons regroupé sur la thématique environnementale un certain nombre de fonds. Là, sur la plaque, vous avez que des exemples, hein. Sur une deuxième thématique, c'est tout ce qui est solidaire et éthique, parce que c'est la même chose. Vous avez parlé de l'environnement, ce qui ne doit pas investir dans le charbon, mais c'est la même chose. Notre objectif, par exemple, est de ne pas indiquer à un client, par exemple, ce qui pourrait être solidaire et éthique et lui proposer une solution qui ne le serait pas. Donc d'abord, nous avons bien segmenté groupe par groupement, thématique par thématique, et on a indiqué à l'intérieur un certain nombre de fonds à disposition des conseillers. Ça, c'est un petit peu ce qu'on faisait même de façon assez traditionnelle. Nous avons estimé qu'au vu justement du besoin de pédagogie qu'il y avait, on est allé encore plus loin sur cette thématique. C'est la plaque 37 qui l'indique. Au sein du groupe Crédit Agricole et au sein de la Caisse régionale d'Aquitaine, vous le savez, il y a une démarche commerciale qui s'appelle Trajectoire Patrimoine et qui permet d'avoir une structuration de l'entretien avec le client, entre le conseiller et le client, qui va permettre d'avoir une véritable co-construction. Donc, on parle avec le client, on cherche véritablement quels sont ses besoins et le conseiller va, au travers de la démarche commerciale Trajectoire Patrimoine, pouvoir véritablement guider le client. Donc d'abord, la première question qu'il va lui poser, ce sera le mode de gestion que le client souhaite avoir avant d'aller sur les thématiques d'investissement responsable. Est-ce qu'il souhaite d'abord avoir une démarche libre? Est-ce qu'il souhaite être en gestion conseillée et vous avez une plateforme au sein de la caisse régionale? Ou est-ce qu'il souhaite être accompagné par Amundi ou Indosuez et proposer un mandat? Et là, pour le coup, c'est nous qui allons le gérer à la place du client. Donc ça, c'est d'abord les 3 indications essentielles à avoir. Comment vous souhaitez d'abord organiser votre épargne? Et sur la plaque d'après, une fois que le client a déterminé ce qu'il souhaite, s'il souhaite être conseillé, on va lui proposer la gestion conseillée. S'il souhaite être véritablement délégué complètement, on va prendre la main et on va lui proposer au travers des mandats qui pourraient être investissement responsable. Et puis, vous avez la dernière solution qui est la solution libre. Le client souhaite que ce soit le conseiller qui le guide. Et là, c'est là où il y a le plus grand besoin de pédagogie, il est à ce niveau-là. Et on voulait juste vous montrer, synthétiser comme ça, par typologie d'enveloppe, si le client doit parler de contrat d'assurance vie, c'est en haut, ou d'enveloppe PEA, ou les deux, en fonction de l'intensité, c'est-à-dire la tolérance au risque que souhaite avoir le client. Est-ce qu'il souhaite prendre peu de risques ou de plus en plus de risques, intensité faible, moyenne ou élevée?
une allocation totale est proposée par Amundi aux conseillers. En fonction de cette allocation, on a un aspect de conformité native qui est indiqué, c'est-à-dire que le conseiller est assez à l'aise, il n'a plus de questions à se poser, il correspondra à la tolérance au risque que souhaitera le client et à l'intérieur, on lui proposera des fonds sur lesquels il va pouvoir se renseigner simplement, et c'est la dernière plaque. On lui propose des vidéos fond par fond. On lui propose ce qu'on appelle des podcasts, c'est-à-dire un format accessible encore plus court pour lui expliquer ce qu'il y a bien à l'intérieur du fond pour qu'il ne pense surtout pas et qu'il ne se trompe pas. On va lui proposer également ce qu'on appelle des modules Pre-Mundi Run. C'est uniquement, ne retenez pas le terme, mais ce sont un petit peu des modules de formation pour que le conseiller puisse vraiment monter en compétence sur cette thématique. On va lui proposer des argumentaires pour simuler un peu un entretien avec un client. Quelles sont les questions qu'un client pourrait poser? Quelles sont les réponses? Pour pouvoir lui donner des indications et tout le bagage nécessaire, la montée en compétences nécessaire pour qu'il puisse justement bien répondre aux attentes des clients et ne surtout pas, parce que c'est vraiment notre volonté, ne surtout pas proposer un fonds pour un autre. Parce que c'est en faisant ça qu'on répondra et qu'on satisfera nos clients parce que c'est nécessaire, voilà, encore une fois, d'avoir beaucoup de pédagogie sur cette thématique. Donc, nous, notre volonté aujourd'hui, c'était surtout de vous dire, les conseillers d'Aquitaine, bien évidemment, ont ces formations, ont cette montée en compétences, ont les outils surtout à disposition au jour le jour, et petit à petit, pourront monter en compétences encore plus, s'acculturer et puis actualiser au fur et à mesure leurs connaissances en fonction des évolutions que nous leur proposerons. Voilà. C'était pour faire le dernier pan sur, une fois qu'on a dit tout ce qu'a dit Sandra, comment ça arrive auprès du conseiller et comment il peut le retranscrire auprès du client. Maintenant, place aux Voilà, questions. merci Sandra et Stéphanie. En tous les cas, bravo pour l'effort de synthèse et de vulgarisation d'un sujet qui est hyper compliqué et hyper technique. Donc les supports étaient adaptés, la présentation était très claire et franchement c'était très très bien. Maintenant, si vous avez des questions, la parole est à vous. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Damien. Oui, Damien. Oui. Ouais, il y avait sur des images, il y avait des statistiques, l'Europe en premier, les USA en second, l'Asie en troisième. Ça veut dire qu'on est capable de comparer entre pays, mais qui fait un peu le gendarme? Parce que toute entreprise peut dire, moi j'ai de la peinture verte, ce que j'ai fait c'est bien, etc. À la fois pour classer, bon, vous l'avez bien expliqué, mais pour pouvoir se comparer entre pays, est-ce qu'il y a un organisme supra qui vérifie et qui peut faire des statistiques à peu près comparables? Alors là, effectivement, ces statistiques viennent du Global Sustainable Investment Review. Donc, c'est un organisme qui, tous les 2 ans, rassemble toutes les statistiques et en fait, il se base sur tous les organismes, je veux dire, régionaux. Donc, par exemple, en Europe, il y a un organisme qui s'appelle l'Eurosif, qui, lui, va rassembler toutes les informations européennes. Ces informations-là se basent également sur toutes les informations nationales. Donc, par exemple, nous déclarons, Amundi déclare ses encours responsables à l'AFG et l'AFG elle-même va retransmettre ces informations à l'Eurosif. Donc, c'est des informations qui se basent sur une déclaration de chaque société de gestion. Merci. C'est des informations qui sont publiques. Merci. Et puis, si je peux compléter, attention, justement, c'est ça qui est un peu complexe, hein. Vous disiez teinté de vert, ce ne sont pas les encours qu'on a présentés d'investissement responsable dans le monde, en tout cas pour la partie d'Amundi, quand on dit 40% des encours totaux sous gestion, ce ne sont pas des encours verts.
c'est des encours investissement responsable, donc qui inclut en fait des critères extra-financiers, les critères ESG, c'est-à-dire on ne regarde pas que les bilans, tout simplement, les critères Ah, on t'entend plus, Stéphanie. mais également social et gouvernance. C'est donc plus large. Ouais, parfois, ça coupe. Ouais. Donc effectivement, souvent on fait l'amalgame entre investissement responsable et investissement vert. Vert n'est qu'une partie de ce qu'on intègre dans l'investissement responsable. Vous avez combien de fonds actuellement chez Amundi? Alors en investissement responsable, on doit avoir plus d'une centaine de fonds investissement responsable. Et dans le cadre de nos ambitions de 2021, on va essayer, notre objectif est de généraliser cette intégration ESG en tout cas à tous nos fonds ouverts. Ce qui représentera, je pense plus, si je ne dis pas de bêtises, 40% à peu près de nos encours, mais on a l'objectif de vraiment généraliser cette intégration à toute notre gestion. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir on est convaincu chez Amundi que c'est important, c'est une vraie conviction puisque c'est notre 4e pilier. Donc c'est dans la construction, c'est dans l'ADN même d'Amundi, dans la construction d'Amundi, le fait de porter l'investissement responsable. Donc on est convaincu depuis longtemps, mais jusqu'à peu de temps, on n'était pas à même de prouver que c'était générateur de performance. On en était convaincu, mais on n'arrivait pas à le prouver. Maintenant, les planètes sont alignées, tous les feux sont au vert, puisque maintenant on est capable d'indiquer qu'au-delà d'une conviction forte, c'est source de performance et c'est finalement tout simplement du bon sens. Le fait d'aller regarder des critères extra-financiers dans une entreprise, c'est-à-dire de regarder tous les critères que Sandra a cités tout à l'heure. Est-ce que l'entreprise finalement est bien gérée? Est-ce qu'il y a par exemple un peu plus de parité? Est-ce que il y a un conseil d'administration qui va aiguiller mieux l'entreprise? Inévitablement, on sait que dans l'avenir, ce seront des entreprises qui vont être plus résilientes et qui vont apporter plus de performance. Donc j'ai envie de dire, au-delà d'un aspect conviction, l'investissement responsable, c'est pour l'ensemble de notre clientèle. Parce que ça porte plus de performance sur la durée. Et maintenant, on est capable enfin de le prouver. Voilà. Donc, le fait de ne pas investir dans des sociétés responsables, c'est source de volatilité et de prise de risque supplémentaire. Bonjour à tous, Alain Eligouette. Bonne année à tous ceux que j'ai eu le plaisir de voir encore. Juste peut-être un lien entre ce qui vient d'être présenté et les déclinaisons opérationnelles dans la caisse régionale, parce que quand j'entends parler d'une centaine de champs du possible proposés par Amundi, ça peut faire peur entre ce qui vient d'être présenté là et comment nos conseillers se l'approprient pour être à l'aise et l'expliquer, commercialiser les fonds auprès de la clientèle qui est appétente. Il faut savoir qu'avec Vincent Kempf et Bernard Larivière, on est en train, pour l'exercice 2021, de faire une sélection pour ne pas donner en pâture et sans fonds au libre choix d'un conseiller qui va passer des heures carrées à essayer de sélectionner ou apporter réponse aux clients, mais plutôt d'être sélectif. On est parti dans l'idée d'en retenir 3 essentiels qu'on travaille avec Amundi, et comme ça permettra de coloriser ou de communiquer plus aisément et rendre l'exercice plus simple pour nos conseillers vis-à-vis de la clientèle appétente. Donc on a ce travail complémentaire à faire en interne pour vraiment marquer, et ce qu'on a écrit dans l'intentionnellement client et ce qui a été présenté par, rappelez-vous, Alexandre, également dans la gestion des fonds propres de la caisse régionale, ces orientations et voir quel code-part on affecte à l'ensemble de ces fonds labellisés. Donc, je voulais simplement faire un lien entre ce qui vient d'être présenté et la déclinaison opérationnelle dans la caisse régionale. Ouais, merci Alain, parce que c'est exactement quand j'ai entendu 100, je dis oh là là, parce que 32 fois, tu le choix en fait. Exactement. Et c'est pas possible de présenter autant de choses effectivement à un client. Moi, je suis très heureuse parce qu'effectivement, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Et enfin, on peut prouver qu'effectivement, économie et RSE, c'est le duo gagnant. Donc, il a fallu du temps. Mais si on pouvait effectivement évangéliser ce genre de choses auprès d'entreprises qui ne le sont absolument pas et leur prouver effectivement que rentrer dans ce contexte RSE, ça peut leur être que bénéfique. Après, effectivement, il faut motiver les chefs d'entreprise. Hein.
Mais bravo, quoi. Moi, je suis, bien entendu, vous avez fait une présentation vraiment excellente. Merci, c'est gentil. Mais je rappelle qu'un des 10 marqueurs d'intensément client, il y a la ligne RSE. Donc, si c'est du vent et c'est du PowerPoint, vous savez qu'on n'aime pas ça. Donc là, il faut qu'on la traduise de manière très opérationnelle et on a des premiers tests qui ont bien fonctionné et on va être attentif à la mise en œuvre en 2021. Je parle côté client et donc le choix des fonds. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, ou une remarque, une impression, on est encore là, on a respecté le timing. Ouais. 9h29, c'est parfait, on est C'est exactement parfait. dans les clous. Donc, si vous avez voilà, un retour, un commentaire sur cette formation. Après, bien entendu, on est toujours en relation avec la caisse régionale, hein, puisque nous sommes avec Thierry, les interlocuteurs de la caisse régionale. Et si vous avez des questions qui viennent ultérieurement, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. On est à votre disposition pour y répondre, hein. Concurrence, parce qu'effectivement, il y a énormément d'entreprises qui se montent actuellement sur pour proposer ces fonds, quoi. Comment vous vous positionnez? Alors, pardon, j'ai pas bien compris la question. Au niveau de la concurrence, Oui. parce qu'effectivement, depuis effectivement 4-5 ans, ce sont des choses qui montent énormément, et donc il y a des entreprises qui se montent pour proposer ces fonds. Alors, Donc, comment vous vous positionnez? alors au niveau, je dirais, français, on est assez pionnier et leader dans l'investissement responsable. Au niveau européen, on doit faire partie des 4-5 premiers asset managers à proposer des fonds investissement responsables. Et en termes de fonds labellisés, on a, il y a 1 ou 2 ans, on était un petit peu en recul et là, on est devenu une société de gestion qui propose, en termes d'encours, le plus de fonds labellisés ISR. Donc on est assez bien positionné. On a quand même des capacités qui sont assez importantes chez Amundi. Donc en termes d'effectifs, en termes de fournisseurs de données extra-financières, ce qui nous permet finalement d'être bien positionné en termes de produits, en termes de produits innovants. On a été assez primé pour des produits qu'on a lancés au niveau climatique. On a fait pas mal d'initiatives avec la Banque européenne d'investissement, avec la Banque asiatique. Donc, on est assez bien positionné. Et pour compléter, notre organisation allait faire preuve d'encore plus de pédagogie que certains concurrents qui pourraient, par simplicité, juste mettre à disposition des fonds sans faire tout le travail que l'on fait, qu'on n'a pas pu vous montrer. J'ai été très rapide, hein, sur la présentation, mais il y a énormément, d'outils, d'informations à disposition, pour les conseillers, pour qu'ils puissent vraiment, ne pas faire ce qu'on appelle du greenwashing, quoi. C'est tout mélanger et puis, proposer des choses, qui ne correspondraient pas à nos clients. Donc c'est un vrai travail de pédagogie que l'on met en plus par rapport à ce que pourraient faire nos concurrents. Effectivement, c'est un point très important parce qu'il y a quelques années, on était quand même moins disant que nos concurrents. Donc, on faisait beaucoup de choses, mais on ne le montrait pas et on manquait peut-être de pédagogie. Et là, c'est vrai qu'au cours de cette dernière année, il y a beaucoup de choses qui se sont développées et qui permettent aux conseillers financiers de bien s'approprier ces sujets-là. Et on continue nos progrès et on essaie de développer au maximum nos reportings. Et c'est là l'accent est mis sur les reportings pour pouvoir être le plus complet, le plus précis possible sur nos produits d'investissement responsables. Le reporting, on est passé rapidement, mais c'est apporter la preuve. C'est-à-dire que notre volonté, c'est de pouvoir vous dire dans l'avenir de façon très simple, vous avez investi dans un fonds
voilà ce que ça a généré de façon concrète. Voilà ce que vous avez, grâce à votre investissement, voilà l'impact réel que vous avez eu. C'est quoi le niveau de CO2 que vous avez, fait diminuer? C'est quoi le donc on va essayer de vous donner des données, mesurables simplement, pour que le client puisse vraiment voir l'effet et on est dans finalement, le consommateur, citoyen dans la relance citoyenne parce que le fait d'investir, le fait d'épargner dans ces thématiques-là a un véritable effet sur les entreprises et sur la société dans laquelle on vit. Et donc ça, c'est la dernière brique que l'on souhaite développer véritablement ce que Agent a servi réellement, quoi.